Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jocelyn Weber, le podcasteur qui aurait dû avoir les yeux bleus. Et mes agents secrets sont... Jeff Domenech, le podcasteur qui a toujours les blancs. Francis Weber, le podcast c'est pour mon ami. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le professionnel sans jamais oser le demander. Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies, deux amateurs et un pro. Mon père, Francis Weber, pilier comme toi maintenant Jeff, non pas de bar mais de l'émission, et qui vient nous faire l'honneur de nous raconter l'odyssée de ce film de 1981, réalisé par Georges Lautner. 1981, année dominée au box-office, je vous le donne en mille, par... La chèvre de papa. Ah, j'ai battu Belmondo alors. Tu permets que je t'appelle papa ? Non. Sois pas familier. Tu peux faire un tour de victoire autour de ton micro si tu veux, parce que tu l'as mérité. Et bien sûr, nous recevrons en fin d'émission un autre invité d'honneur, Sidiki Bakaba, un autre héros qui meurt, spoiler alerte, dans les bras du héros et qui partage une partie du film en compagnie de Jocelyn Beaumont et nous rejoindra dans quelques instants. Mais laissons sans plus tarder la parole au spécialiste mondial et ami de Jean-Paul, Jeff, qui nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge. Je descends aussi. Entre deux étages dans un ascenseur. Jocelyn Beaumont, agent des services secrets français, est envoyé par le gouvernement français au Malawi pour assassiner le président et dictateur N'Djala. Mais alors que la situation diplomatique change entre les deux pays, l'agent est dénoncé par son propre gouvernement. Envoyé en prison, il réussit à s'évader après avoir été torturé et décide de revenir en France pour se venger et profiter de la visite du président N'Djala pour accomplir sa mission initiale. Bravo mon pitchounet. Et maintenant, c'est au tour de Francis qui a travaillé comme script doctor sur le film, de nous raconter la genèse, avec l'humour et le franc-parler qui le caractérisent, et action. Bravo, alors. Cette définition de moi est magnifique, écoute. En fait, c'est une histoire très curieuse, l'histoire de mon rewrite du professionnel, ma réécriture. J'avais lu un bouquin qui s'appelait, je crois, « Mort d'un animal à la peau fragile » ou un truc de genre. C'est mort d'une bête à la peau fragile, mais t'étais Oui, pas c'est loin. pas très loin, Ouais. ouais. Et ça m'avait frappé, c'est un bouquin qui était très bien fait, une série noire. Et je suis invité à dîner par Georges Lautner, avec qui j'avais fait des films, comme Il était une fois un flic et des choses de genre. La valise ? La valise, oui. On aura Et- tout vu. Oui, bon, c'est fini, oui. À genoux, escalope. Bon. Enfin, donc, bref, je dîne avec lui et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Il me dit « Je fais un film pour Jean-Paul Belmondo qui s'appelle Le Professionnel. » Et je lui dis « Bon, et c'est basé sur quoi ?» Il me dit « Sur une série noire. » Je viens de la lire, je lui dis. Et c'est formidable comme sujet. Et là, il a l'air surpris. Il me dit « Tu trouves ?» Alors qu'il avait le scénario d'Audiard déjà. Je lui dis « Mais oui, c'est une histoire fabuleuse. » Et il me dit « Pourquoi ?» Je suis de plus en plus surpris. Ouais. Il a le scénario d'un mec, il ne sait pas pourquoi le truc est bon, tu vois. Alors, je commence à lui raconter ma vision du sujet. Et il dit, j'ai pas du tout ça dans le scénario. Et le lendemain, je suis à la maison et le téléphone sonne. Et ce grand producteur qui était Mnouchkine m'appelle avec cet accent russe à couper au couteau. « Allô, Francis, oui, c'est Sonia. Vous avez parlé du film hier, il paraît que c'était intéressant. » Je lui dis, merci, vous êtes gentil. Est-ce que vous pourriez passer dans l'après-midi, Francis ? Je dis oui. Et j'arrive l'après-midi et il y a un aréopage comme ça avec Belmondo, Mnouchkine, Danziger, son partenaire. Il y avait Lautner, bien sûr, et Audiard. Waouh. Et on me dit, est-ce que vous pouvez nous raconter le film ? C'est fou, ils avaient le scénario. Alors j'ai dit, oui, je peux, oui, mais moi je voudrais dire un tout petit mot à Michel, si c'est possible. Et j'emmène Audiard, qui était un scénariste vedette, et j'étais quasiment, moi, non pas un débutant, si tu veux, mais j'étais complètement devant quelqu'un qui Le était maître. une statue. Ouais. Maître, je suis pas sûr, mais une statue, tu vois. Ouais. Et je dis, Michel, écoutez, je vais être obligé de démolir votre script. Mais ça me gêne. C'est pas à moi de démolir le script de Michel Audiard. Alors, ce que je vous fais comme proposition, c'est, on revient dans la salle de conférence et vous dites, je vais faire la deuxième mouture moi-même. Et moi, ça me paraît plus logique et plus élégant. Mais non. Il avait sa gapette comme ça et son mégot qui pendait. Mais non, tu peux le faire. Je m'en fous, allez, vas-y. Donc, on se retrouve devant l'aréopage et je commence à raconter ma vision du film.
et Audiard dessinait sur une feuille de papier, comme ça. Comme Rosen, comme dans le film, Robert Rosen. Oui. Et comme ils vont dans les comicards aussi. Et il dessinait comme ça, apparemment indifférent. Je dis, voilà, alors telle scène n'est pas possible, cette scène-là, je la comprends pas, et puis c'est pas du tout le sujet, et il dessinait. Et à la fin de la séance, je me suis rendu compte qu'il avait déchiré la feuille de papier avec son stylo. Waouh. Tellement c'était atroce d'avoir ce petit merdeux qui critiquait Michel Audiard. Je connaissais Michel Audiard, et ça c'est presque un trivia que je vais dire, c'est que j'avais voulu lui servir de nègre quand je commençais. Attention à tes mots, Francis. Mais non, mais tu sais, ça se dit en littérature. Oui, je sais. Ouais. Un ghostwriter en anglais. D'accord, ben je peux le dire en allemand aussi. Non, toujours est-il que, donc, je suis en face de Audiard à un dîner avec ses potes. C'est-à-dire Fallet, tu sais, qui était un écrivain de talent, Ouais. Pousse, André Pousse, Ouais. qui avait fait les 6 jours, et tout un tas de gens comme ça, et tout le monde parlait argot. Et moi, j'étais là un peu perdu, j'étais dans un univers étranger. Et puis tout à coup, il a vu que j'étais un peu surpris, il a dit, bon, on parle plus argot, les mecs, je te jure. Waouh. Mais seulement, comme il était paresseux comme une couleuvre et talentueux comme c'est pas possible, Ouais. je lui avais apporté un misérable épisode de feuilleton. Et je lui ai dit, Michel, vous n'aurez peut-être pas le temps, mais voilà, je vous donne ça pour voir à peu près comme j'écris. Ouais, je vais le lire. Ouais. Parce que c'était faux, très faux d'air. Et j'oublie et il m'oublie. Il a loupé un ghostwriter, pour reprendre le terme, Ouais. qui lui aurait fait son boulot pendant 1 ou 2 ans, tu vois. Incroyable. Après, j'ai commencé, moi, à réussir. Et quand je faisais 1 million d'entrées sur Paris, à chaque fois, il disait, mais pourquoi il fait 1 million d'entrées, ce con ? C'était ça, tu vois. Enfin, toujours est-il donc que je me retourne en face de Lautner, qui était le seul metteur en scène qui s'endormait, comme je vous l'ai dit, quand je parlais. C'est-à-dire que pour un scénariste, c'est encourageant, tu vois. Narcoleptique comme Alfred Hitchcock. À peu près. Alors, j'étais là en face de lui, et il y avait Jacques Audiard, qui n'avait pas encore fait ses armes, tu vois, et qui était là pour prendre en note à toute vitesse, parce que j'ai réécrit tout le scénario en 15 jours. Waouh. C'est ça le script doctor, en fait, le Pas consultant. tout à fait. Script doctor, il ne fait pas un tel travail, tu sais. Le dîner de consultant. Enfin, toujours est-il donc que j'avais trouvé intéressant dans le film le fait que si tu prends un type qui est dans les forces spéciales et qui est le meilleur, et que tout à coup, le service se retourne contre lui pour les raisons qu'a dit Jeff, c'est-à-dire que il s'est mis au banc du service, tu vois. L'instructeur qui l'a formé sait qu'il connaît tous les trucs. Je lui ai appris à évoluer sans contact, à opérer en terre brûlée. Pour tout arranger, il a les blancs. Qui est un peu son Trotman, tu sais, comme dans Rambo, il y a... Voilà, donc il va L'instructeur avoir... Picard, ouais. Il va avoir un coup d'avance sur les autres. Et j'avais trouvé ça fascinant, moi. Ouais. Malin, un peu de café maintenant. Et j'ai commencé à développer ça, et c'est comme ça qu'est né Le Professionnel. Jacques Audiard prenait la copie, allait la porter à son père, qui rajoutait une réplique. Ah ouais, Voilà. le furieux ou le Visigoth ou le... Mais dans le genre, il y a un bourre-pif, le malfaisant me filait un bourre-pif. Il a sorti son morlingue. Non, mais c'est drôle parce que ce schéma d'agent trahi par son service, on retrouve ça dans les films de Bourne, tu sais, avec Matt Damon, Bien sûr. et ça deviendrait une espèce d'archétype, même Bond, fini par... Toujours. Ouais. Toujours. À partir du moment où un type est extrêmement doué, il se fait engueuler par son supérieur. Quasiment se faire virer, tu vois. C'est-à-dire que le type arrive, même dans Top Gun Maverick, le truc avec Tom Cruise. Ouais. C'est le meilleur pilote, il arrive, on l'engueule. Non, vous touchez plus à cet avion. Et dans les flics, ça se termine toujours par le mec qui pose son badge et son flingue sur la table. Tu sais. C'est ça. Ouais. Audiard, il écrivait en même temps Garde à vue, c'est pour ça il avait plus de jus en fait. Voilà. De toute façon, il a fait un formidable film avec Ouais. Garde à vue. Magnifique. Je suis sûr que vous avez reçu des lettres anonymes. Non, enfin, pas beaucoup plus. Les Français aiment bien écrire à la police. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Et tout le mal que je peux dire de lui, c'est de l'admiration, en fait. Ouais, mais ça se Parce sent. qu'il a fait des choses magnifiques, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, c'était un homme qui travaillait vite. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire qu'il était dialoguiste. Alors que la différence entre le scénariste et le dialoguiste, c'est que le scénariste construit la maison et fait les murs, et le dialoguiste fait le papier peint dessus. Ouais. C'est-à-dire que tu as des belles fleurs si le dialoguiste est bon, tu vois. Et tu as dit que ça n'existait pas vraiment les dialoguistes en fait que. Si, ça existe. Parce que quand il disait on n'est pas du même monde, ou c'est quand il disait quand il disait dans Mélodie en sous-sol tu me tueras de chagrin, disait sa mère, et Delon répondait au moins on retrouvera pas l'arbre du crime. C'est ça les grands dialogues. Ouais. Il y avait un dialogue de Janson, il y a un type qui passait devant une prostituée qui lui disait avec compassion,
ça doit être dur de rester debout comme ça toute la journée. Elle répondait, moi, c'est quand je suis debout que je me repose. Évidemment, si tu apportes ça dans un script, c'est formidable. C'est beau, ouais. Mais seulement, c'est paresseux. Parce que tu as le sens du dialogue comme tu as le sens de la musique. Absolument. C'est fou, hein, parce que va savoir pourquoi des dialogues de romancier dans un roman peuvent pas passer intégralement dans un film parce que c'est écrit, c'est pas parlé. Ce sont des médiums différents. C'est ce qui s'est passé avec le Shining de Stephen King et celui de Stanley Kubrick. Voilà. Jeff, tu peux nous parler un peu du projet que Jean-Paul avec Yves Boisset, Barracuda, et un peu plus donc de la genèse du professionnel au passage? Non. Salaud. Donc, on est fin des années 70 et Jean-Paul, on va dire, trône sur le cinéma français avec Delon. Ouais. C'est vraiment tous les projets du cinéma français passent entre les mains de Belmondo et de Delon. Et donc, ce sont les superstars du cinéma français. Et à ce moment-là, Jean-Paul est en un projet, comme tu dis, avec Yves Boisset, qui s'appelle Barracuda. Voilà. Sur l'affaire C'est inspiré Claus. de l'affaire François Claus, tout à fait. Et c'était une otage qui avait été retenue au Tchad et que ça s'est transformé en affaire d'État. Mais en fait, Jean-Paul et Boisset n'ont pas la même vision des choses. Boisset fait un cinéma plutôt politisé et Jean-Paul, lui, veut faire un cinéma plutôt d'aventure. Et donc, évidemment, ils ne vont pas s'entendre et puis le projet ne va jamais aboutir. Mais c'est Alexandre Mouchkine qui était le producteur, on va dire, attitré de Belmondo, puisqu'il a fait le Magnifique, enfin tous ces films-là, L'Incorrigible, La Tribulation d'un Chinois en Chine, L'Homme de Rio. Il n'est pas intéressé par Barracuda, mais il propose à Boisset d'adapter justement ce livre-là, Mort d'une bête à la peau fragile, de Patrick Alexander. Ce qui est étonnant, c'est que Patrick Alexander, dans le Wikipédia, on dit qu'il est mort en 97 et en 2003. Ouais. Il est mort 2 fois comme un Il est mort zombie. 2 fois. Comme Lazare. Ouais. Patrick, Lève-toi et marche. Patrick est mort en 97, Alexander est mort en 2003. Voilà. Donc Boisset refuse en fait, parce qu'il je pense qu'il doit être vexé de ne pas pouvoir faire son Barracuda. Mais j'aimerais bien lire ce scénario-là pour savoir ce que c'était. Et Jean-Paul ayant lu le bouquin, il avait trouvé très bien. Et il voulait faire un film sérieux parce qu'il sortait du Guignolo, avec lequel il s'était fait éreinter par la critique, bon, comme souvent. Ouais. Oh, salope, fumier. Même si le film avait fonctionné. Il venait d'enchaîner 2 films avec Lautner. Et savoir que Jean-Paul n'avait jamais tourné avec Lautner avant Flic ou Voyou. Et il était et Audiard lui parlait de Lautner, et Lautner lui parlait de Belmondo, et Audiard parlait de Belmondo à Lautner. Ouais. Et suite au film Mort d'un pourri de Delon, qui est un très très bon film de Georges, parce que Georges pouvait vous enchaîner Mort d'un pourri, qui est un excellent film, avec Ils sont fous les sorciers. J'allais dire, ils s'en foutent ces sorciers, tu te rappelles de celui-là? Voilà. Nous sommes tous les deux ensorcelés. Et donc ils se rencontrent, et vraiment il y a un coup de cœur entre Jean-Paul un coup de cœur artistique entre Jean-Paul et Lautner. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tous ces films ensemble, ils en ont fait 5 en tout. Et donc, Attends, avant que tu continues, je veux savoir, tu te rappelles de ta première rencontre avec Georges Lautner, qui était adorable dans la vie? C'est Georges Lautner qui a trouvé Il était une fois un flic qui traînait comme ça, tu vois. Qui était aussi un polar d'un ami à toi, non? De Richard Caron? Oui, c'est-à-dire que dans le journal corporatif qu'il y avait au Fleuve Noir, qui était un truc d'espionnage, Ouais. il donnait comme ça des sujets possibles. Et il y avait un sujet qui était que quand tu envoies un espion en mission, quelquefois on lui adjoint une fausse famille. C'est-à-dire une femme qui fait partie du service et un enfant. Ouais. Et j'ai imaginé, Caron m'a dit ça, si tu veux, c'était mon partenaire, et j'ai imaginé la vie d'un mec célibataire, tu vois, un homme d'action qui se retrouve avec une femme emmerdante et un enfant insupportable. Encore un film que Ventura a refusé, non? Oh là là. Je me rappelle, je raconte ou pas? Volontiers. Voilà, ces salauds, Lautner et Alain Poiret, le patron de Gaumont, avaient déjà proposé, il était une fois un flic à Ventura, qui avait refusé. Et puis il m'appelle, moi j'étais le petit nouveau, tu sais, ils disent, il faut aller voir Lino, parce que bon, il faut lui proposer le film. J'y vais, et là je tombe sur le monstre. Il avait une espèce d'entresol à Montretout dans une très belle maison. C'est joli. Vraiment, on avait l'impression qu'il était dans une cage, comme ça. Et puis moi j'entre, tu sais, très intimidé. Et il avait ce regard de tueur quand il avait la tête un peu baissée comme ça et le sourcil levé. Je finis mon ça. café et j'y vais. Exactement. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors là, moi, évidemment, je défèque. Pardon. Non, mais on va le garder, ça. On va couper. On va commencer par ça. Tu le doubles et on commence par ça. Je me défais. Je lui dis, voilà, il y a un très bon sujet. Ça. Et tout à coup, il dit, vous me ramenez ce rossignol? Waouh. Alors là,
Je redéfecte. Non, alors là, je suis complètement abattu. Ah, ils t'ont vraiment envoyé au casse-pipe, là. Au casse-pipe. Ouais. Vous savez, on me l'a proposé déjà, j'en veux pas de ce truc-là, etc. Et je dis, excusez-moi, monsieur Ventura. Excusez-moi, je savais pas, etc. Tout à coup, il voit ce pauvre type défait. Donc, il me dit, ben non, ça va, écoute, qu'est-ce que vous faites à part ça? Et je lui dis, écoutez, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Le Contrat, qui allait devenir L'Emmerdeur. Pour que vous sachiez comment j'écris, peut-être que je peux vous la donner. Et vous la lirez peut-être un jour, si vous avez le temps, parce que vous devez avoir une foule de choses à lire. Il me dit, apporte-le-moi, oui. Et je me rappelle, je suis parti en courant de Montretout à Neuilly, tu vois, parce que je faisais du jogging. Et je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Françoise, ma femme, ta mère, la sœur de... Non, donc je dis à Françoise, mais il me demande à lire Le Contrat, tu te rends compte? Et je repars en courant. J'arrive donc chez Ventura, et je mets ça dans la boîte aux lettres. Et je rentre... Le jour même, donc. Le jour même. J'arrive et je dis, on aura des nouvelles dans 3 ans. Ouais. Et le téléphone sonne. Allô, c'est Lino. Je dis, oui, bonjour, tu vois, toujours dans l'état que tu imagines. Ouais. Je voulais un contrat, vous m'avez amené un scénario. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il me dit, celui-là, je vais bien le faire. Waouh. Et là, j'ai prouvé à quel point j'étais con. Ouais. J'arrive chez Nouchkine et Danziger, tu vois. Ouais. Et au lieu de dire, si je vous amène une star sur un plateau, parce qu'en fait, le film avait été coproduit par les artistes associés, et il y avait à la tête française des artistes associés un type qui s'appelait Jack Wiener, qui était le neveu, je crois, du musicien du Grisby. Ok. Tu vois, je veux dire, Très Wiener. bien. Ouais. Et il avait l'accent américain, mais un accent américain où il restait un soupçon d'accent américain. Ce qui fait qu'il ne parlait pas comme Laurel et Hardy, c'était pas « bonjour, comment ça va, je suis content de vous recevoir ». Non, ce qui restait, c'était sur les « et ». Il parlait comme ça. Alors, je suis allé au Quai d'Orsay, c'était ça son accent. Ouais. Et il m'a dit, il n'y a pas de film là-dedans, dans L'Emmerdeur. Il n'y a pas de film. On n'en veut pas. Wow. J'ai dit, ah bon. J'aurais dû arriver chez Danziger et Nouchkine en disant, j'étais payé misérablement, tu vois. Ouais. Et en leur disant, qu'est-ce que vous me donnez si je vous amène une star? Ouais. Pas du tout. Hé, les mecs, j'ai Lino Ventura. Voilà. Tu montres tes cartes tout de suite. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que s'est créée cette histoire. Étonnant. Jeff, ramène-nous au professionnel. Je termine cette histoire de genèse. Et donc, l'adaptation du livre est confiée à Michel Audiard. Et lorsque Lautner et Belmondo lisent le scénario, évidemment, ils ne retrouvent pas du tout le film. Audiard, en fait, est complètement hors sujet parce que, comme Audiard était plutôt endetté, il acceptait beaucoup de scénarios. Certains l'intéressaient, en l'occurrence Garde à vue. Ouais. Et il faisait toujours deux choses à la fois, en fait. Et le professionnel, il l'a écrit un peu avec les pieds. Il ne pieds. faisait pas complètement, d'ailleurs, parce qu'il y avait des gens qui écrivaient un pré-scénario et un pré-dialogue avant lui. Waouh. Ouais. Incroyable. Et c'est là que le docteur Francis Weber est rentré en consultation. Conventionné, en plus. Mais autant le contrat où l'emmerdeur s'inspirait de Kennedy ou de Martin Luther King avec cet assassinat et ce tueur à sa fenêtre, là, ça s'inspire des diamants de Bokassa un petit peu et de toute cette période de Valéry Giscard d'Estaing. C'était un moment, si tu veux, où les rapports avec l'Afrique étaient beaucoup plus étroits et beaucoup plus bizarres. Ouais. Il y avait Foccart, il y avait tous ces gens-là, tu te rappelles? Absolument, oui. Ça s'appelle le Malagawi dans le film, et l'Afrique est tournée en Camargue. On en parlera un peu plus avec Sidiki dans quelques instants. Sidiki va être là-dessus très... Absolument. Ouais. Et j'ai lu que Jeff, tu vas peut-être pouvoir me le confirmer ou pas, j'ai lu que c'était René Château et Jean-Paul qui avaient trouvé le titre de Le Professionnel. Ouais, parce que Jean-Paul, c'est René Château qui a créé la marque Belmondo à partir de Peur sur la ville. Bébel, en fait, ouais. Et c'est vrai que les fameux titres, Le Magnifique, L'Incorrigible, Le Guignolo, ça avait fonctionné. Et on en parlera tout à l'heure, mais j'ai eu le privilège et la chance quand j'ai ici une chance façon de parler, c'est de voir le script original de Audiard avant que Francis Weber lui fasse une ordonnance sévère. C'est juste hallucinant de lire ça. Et tu m'as montré des répliques qui sont on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de trucs qui ne se retrouvent pas dans le film. Ouais. Mais dans d'autres trucs, et je pense qu'il y a beaucoup de fans du film qui seront ravis de savoir certaines informations. Mais le film a un casting magnifique, en plus de Sidiki. Effectivement, tu as Robert Hossein, qui fait partie un peu de la bande à Bébel, d'ailleurs. Jean-Louis Richard. Je venais justement de dire que c'était un flic extra. On est tous des types extra. Dont tu vas nous parler aussi.
Bernard-Pierre Donadieu, que je trouve exceptionnel dans le film, c'est peut-être un des meilleurs aussi, et ses amis, Michel Beaune, on a Cyrielle Claire, Serial Killer, qui est très belle dans le film. Je pensais qu'elle aurait pu faire Alice Ancelin. Ouais, James Bond Girl. Dommage qu'elle s'appelle pas Jocelyn Ancelin d'ailleurs. Mais ceci dit, elle aurait pu faire une James Bond Girl, effectivement. Elle est tellement belle. C'est magnifique. Ouais. Il y a aussi Elisabeth Margoni. Ouais. Et la femme de Kogan aussi. Non, la fille de Kogan. La fille de Kogan. Danny ouais. Kogan. Ouais. Elisabeth Margoni qui avait joué avec Jean-Paul dans Le corps de mon ennemi. Ouais. Et il y a aussi. Il n'y a pas Pierre Vernier dedans. Si. Oui. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gelati? Oui. Si. Voilà, Wolfoni. Parmi les copains. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Il y a aussi Marie-Christine Descouard qui joue Doris, la call girl. Ouais. Oh, pardon. J'avais une question. Pourquoi tous les espions ont des initiales JB, James Bond, Jason Bourne, Jack Bauer, Jocelyn Beaumont, C'est G&B, alors. Je ne sais pas du tout. Écoute. James Brown, John Belushi? Non. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'humour dans le script autour d'un sujet très sérieux, en fait. C'est vrai, comme je parlais des Bourne Identity, mais tout d'un coup, tu as injecté quand même cet humour qui te caractérise. Je te dis, j'ai mon bougre. dicté un nouveau script. Ouais. D'ailleurs, tu pourras en attester, Jeff. Quand on lit le script d'Audiard... Il tombe des mains, oui. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais... Ouais. C'est donc que moi, j'ai été obligé, si tu veux, de refaire un nouveau script. Incroyable. Et j'ai rencontré Lautner après ça à un dîner. Et j'étais installé entre Cyrielle Claire, c'est ça? Ouais. Elle et Lautner. Elle me dit, mais j'ai joué dans Le Professionnel et je sais, c'est moi qui l'ai écrit. Claire se tourne vers Lautner en disant, ah bon, il a écrit? Non. Waouh. Je dis, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, on était installés face à face dans mon bureau et je dictais le truc avec le Jacques Audiard. Ah bon, moi, c'est signé Michel Audiard. Et je lui dis, alors je m'en fous. Il dit, non, mais écoute, non, c'est vrai, c'est lui qui l'a écrit. Wow. C'est bizarre, c'est une espèce de... Mais on cache le script doctor en général, parce que tu as travaillé aussi, je peux le dire, sur Le Grand Bleu. Ah oui. Tu as fait donc plusieurs films. Avec une chaussure noire? Bravo. Sur Le Grand Bleu, oui, c'est parce que Besson avait fait un scénario qui ressemblait à un camembert sans boîte. Tu sais, le camembert qui coule comme ça. Et on m'a appelé chez Gaumont en disant... Est-ce que vous pouvez refaire un peu... Mettre un peu d'ordre autour dans tout ça, ouais. Oui. Il était terrorisé, Besson, de voir arriver le vieux vaudevilliste sur ses abysses, tu vois. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, quand ils seront en apnée, je mettrai pas de dialogue. C'est beau. Ça l'a pas rassuré. Mais c'est toi qui as réécrit un peu la partie avec Jean Reno pour donner une espèce de structure à ce film qui, effectivement... Il a fallu faire un gros travail dessus, mais Besson était adorable. Ouais. Jeff, on va parler aussi d'un élément très important du film, qui est la musique. Il y a une seule ou deux musiques, il y a très peu de musique. Moi, j'appelle ce film Le silence des agneaux. Il n'a pas fait énormément de musique, mais une musique dont tout le monde se rappelle, qui est Kimai. Tu nous la chantes, Jeff? J'ai oublié les paroles. Habituellement, Georges Lautner, son collaborateur fétiche au niveau des musiques, c'est Philippe Sard, qui a pratiquement fait toutes les musiques de Georges pendant des années, dans les années 70. Et ils ont un accrochage au moment du Guignolo. C'est la fameuse scène où Jean-Paul survole Venise. Jean-Paul et René Château et Lautner veulent mettre une musique disco, qui est à la mode au moment. Et Philippe Sard, qui quand même s'y connaît, je pense, un peu plus en musique que Lautner et Belmondo, leur dit non, il faut mettre une musique classique. Ça sera beaucoup plus intemporel. Et ça vieillira beaucoup moins le film. Évidemment, il avait raison, mais c'est compliqué de contredire Belmondo à l'époque. Et je pense qu'il l'a payé. Et au film suivant, ils n'ont pas fait appel à Philippe Sard, ils ont fait appel à Ennio Morricone, qui est un immense aussi musicien. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que Morricone est venu sur ce projet-là et qu'ils ont gentiment mis Philippe Sard de côté. Mais Georges m'a dit qu'ils n'ont pas gardé la musique de Morricone. Ils ont pris dans la musique de Morricone, magnifique. Qui est la musique d'un autre film. Ils ont utilisé une musique que Morricone avait écrite 10 ans auparavant pour un film qui s'appelait Maddalena, en 71. Et cette musique était sortie. En 77, Morricone a fait un 45 tours de musique disco. Et en face B, il a mis cette fameuse chanson. Ouais. Et cette chanson était chez Lautner, dans un 45 tours. Et Jean-Paul l'avait entendue aussi. Et au moment de faire le film, il demande à Morricone de prendre cette musique, c'est le fameux Kimai. Ah beau, hein. Et évidemment, Morricone, qui avait envie de réenregistrer une nouvelle chanson inspirée de Kimai, parce qu'il avait touché d'autres droits d'auteur,
Ils vont à Rome, ils enregistrent un morceau qui s'appelle Le vent, le cri, qui est pratiquement un plagiat de Kimai, c'est presque le même. Sauf que Jean-Paul écoute, ouais, c'est très bien, mais je préfère le Kimai. Ouais. Et donc, ils ont utilisé le Kimai de Morricone, qui a fait un carton au niveau des ventes, Superbe. et Le vent, le cri, et la phase B du film. Et pour ne pas dévoiler, ne pas spoiler la musique du film sur la bande-annonce, ils ont utilisé la musique d'Ennio Morricone, En quête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon, pour la bande-annonce du Professionnel. Ensuite, par la suite, cette musique a été réutilisée pour une publicité pour la nourriture pour chiens. Ça a été aussi pour une série britannique en 81. Et on va dire, cette musique est vraiment intemporelle et a été vraiment un atout majeur par rapport au succès du film, je pense. Absolument. Les musiciens, les musiciens de cinéma. C'est quelque chose, ouais. Ah oui. Leur fil des musiques, ils ont mis quelques années avant, etc. Il y a un autre atout extraordinaire, Jeff, au film, qui est l'affiche, dont tout le monde se rappelle, qui fait penser à Dirty Harry, à Magnum Force, ou Jean-Paul. D'ailleurs, quand j'ai travaillé comme assistant... Je t'ai dit que j'avais été assistant stagiaire sur Hold Up, Jeff ? Non. Et sur Evil Dead 3. C'est pas possible. Mais incroyable. En tous les cas, il l'appelait le Dirty Harry français au Canada. Ah oui. Ouais. Et c'est vrai que cette affiche a fait beaucoup aussi pour le film. Moi, j'avais l'affiche au-dessus de mon lit, comme beaucoup de gamins à l'époque. Ouais. Et mon pote Guillaume Canet, on a ce point commun-là. Et lui, il avait l'affiche au-dessus du lit. Et tous les mois, il décrochait l'affiche. Il allait chez le coiffeur pour dire au coiffeur, je veux la même coupe de cheveux que Belmondo. Ah, c'est drôle. Moi, j'avais fait la même chose avec Mad Max, tu sais, avec Mel Gibson dans Mad Max. Et moi avec Jeanne d'Arc. Le titre alternatif, papa, je ne sais pas. Il n'y a Kimai, Kimai. C'est vrai ? Ouais. Jeff, le film, le silence qui suivit, je comprends que Jean Weber venait de faire une plaisanterie. Et donc, générique à la James Bond, un petit peu, où on voit Jean-Paul dans la vision du prédateur. Il est en image rouge, t'as vu, c'est très beau d'ailleurs. Ouais, c'est très très bien fait, ouais. Ouais. Ensuite, on a alors Kimai, donc qui démarre, qui est Kimai. Ouais, qui est aussi fort que Dreams Are My Reality de la Boom. Tu sais, c'est un slow sur lequel quasiment tout le monde a dansé. Et explique ce qu'était un slow à nos jeunes auditeurs, Jeff. Moi, je connais que les tangos corses, mais et pour les slow, le Kimai, c'était pas un slow, c'était pas considéré comme un slow. On parlait de la Boom. Ouais, mais le Kimai, quand même, il y avait un côté quand même très slow, au truc très émouvant, très romantique d'une certaine manière. Ouais. Jean-Paul est très élégant au début. Tu sais, quand il est dans ce procès en Afrique, et il joue très très bien le mec qui est stone, qui est cassé en fait par ces injections qu'on lui fait régulièrement. Et l'acteur qui lui fait les injections est un culturiste, tu as vu, qui est assez connu, le docteur. Oui. Ouais. Il est très bien bâti, ça se voit en dessous du truc. Quel est son nom ? Tu vas nous le dire. Est-ce que c'est Serge Nubré ? Serge Nubré. Et il est assez connu, moi je me rappelle de lui à l'époque, effectivement, il a une carrure extraordinaire. Et à 7 minutes 43, Jean-Paul est torse nu. Et là, il se passe vraiment quelque chose. Tu te rends compte que c'est un héros comme on en a peu eu dans le cinéma français. Pour un mec qui passe son temps dans des geôles africaines tout humides, il est très bronzé, hein, Jocelyn Bourbon, je trouve. C'est vrai. Mais ce début, effectivement, a un côté cool hand look. Tu sais, ce film avec Paul Newman ou Papillon, puisqu'on commence dans des geôles difficiles où il se fait torturer par des gens et tout. Et c'est là qu'on va rencontrer, bien sûr, Sidiki, qui nous parlera plus de son aventure dans le film dans quelques instants. Et quand Jean-Paul se bat, tu sais, au début, avec ses geôliers, en fait, on sent que c'est pas un cascadeur qui prend sa place. On était en plan séquence. Bon, on voit que parfois les coups ne portent pas vraiment, mais on sent une physicalité aussi qu'on voyait rarement dans le cinéma français, où tout d'un coup les gens on passe en plan large et ils sont remplacés par un cascadeur. Pas là. Jean-Paul, effectivement, c'est comme Buster Keaton, Tom Cruise ou Jackie Chan, une race d'acteurs qui faisaient ces cascades eux-mêmes, et ça fait une énorme... Jean Marais, bizarrement. Et Jean Marais, dont Sidiki nous a parlé off-micro il y a quelques instants, mais ça fait une vraie différence. Quand j'avais rencontré Georges pour la première fois, j'avais dit l'admiration que j'avais pour ce film, parce que pour moi c'était un film culte, professionnel, et j'ai dit j'adore le début en Afrique. Il me dit on n'a jamais tourné en Afrique, on a tourné en Camargue. Je dis ah bon ? Il me dit oui. Et c'est vrai que quand tu sais que c'est tourné à 30 km de Marseille.
Ouais, Francis. L'exemple de films qui donnent l'impression d'avoir été tournés ailleurs, c'est Full Metal Jacket de Kubrick. Un très bon exemple où il est Oui. resté à Londres dans une usine Il a fait désaffectée. à Londres, oui, on croit qu'on est au Vietnam. Et c'est magnifique. Et il présente un Vietnam qui est totalement différent de ce qu'on a vu dans Apocalypse Now ou les Ah, autres films, qui est beaucoup plus. C'est un film magnifique. Ah, j'adore. Hein. Ouais. Aussi bien, parce que les gens critiquent en petite tangente la deuxième partie en disant qu'elle est moins forte que la première, mais c'est un grand film de bout en bout, je Ah pense. oui, oui. Jeff. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que pour recruter des figurants africains, ils sont allés à l'université de Montpellier pour prendre des étudiants blacks, justement. Et donc, ils venaient en bus tous les jours pour venir jouer dans le film. À un moment donné, ils se sont mis en grève parce qu'ils voulaient être augmentés. Donc, ils ne sont pas descendus du bus, un peu comme les joueurs de foot à National, les joueurs de l'équipe de France. Et en fait, ils ne voulaient pas jouer les méchants. Donc, s'ils voulaient être les gentils, donc Alain Belmondo a eu beaucoup de mal par rapport à ça. Donc, ils ont dû leur donner des primes, déjà, Le frère de Jean-Paul, ouais. pour qu'ils descendent du bus. Ouais. Et il y a un des comédiens qui joue le rôle de Angela, Pierre Saint-Onge, qui était antillais. Il n'était pas assez noir. Et donc, il devait le maquiller Wow. pour qu'il soit un peu plus noir. Du blackface, comme cette Et- tradition terrible. Et Alain m'avait dit, en fait, c'était écrit contractuellement, parce qu'il avait la peau assez... Oui, la métisse, quoi. Voilà. Et le président Jala, qui est un président africain, il fallait qu'il soit assez noir. Mais c'était écrit contractuellement dans son contrat qu'il devait se noircir la peau et il ne voulait pas. Donc c'était vraiment une négociation compliquée pour... Waouh. avec Moi, je lui peux pour- comprendre très bien, effectivement. À propos... Vas-y, Francis, pardon. Non, parce que moi j'ai un trivia sur les figurants. Quand j'ai tourné le Jaguar et qu'on a voulu faire travailler les Indiens sur place. si tu Locaux, ouais. veux. Ouais. Hmm. Difficile, parce qu'en fait, ils ne comprenaient rien à la comédie. Je l'ai déjà raconté probablement. Non. Et tu as... j'étais naïf, moi je dis simplement à cette tribu, alors vous allez passer de cet arbre à cet arbre, et l'interprète traduit, et je dis, action, ils passent d'un arbre à l'autre et ils s'en vont. Alors je dis, mais non, on l'a refait. Ben non, on vient de la faire. Et ce qui était logique, tu vois. Et ils sont partis. Waouh. Alors là, j'ai demandé au chorégraphe de danse indienne de me trouver des Indiens dans les villes Manaus, Belém, tu vois, qui comprennent ce qu'on leur demande. Ouais. Mais lui, il était extrêmement gay. Il est allé dans les gymnases et il a ramené des culturistes indiens. Et j'avais la cage aux folles. Ma tribu, c'était la cage aux folles, tu vois. Alors je descendais dans la forêt, comme ça, à pied, et j'entendais ma tribu, c'était ouh, c'était des Indiens. Ben, ça s'est bien passé quand même. Hein. Jeff, ça fait penser à Fitzcarraldo où les Indiens ont proposé à Werner Herzog de tuer Klaus Kinski, tu te rappelles, parce qu'il trouvait qu'il était fou. Und du sagst es mir nicht, aber schall aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Diesmal schlag ich in die Verlauf, hast du dich verlassen, du. Diesmal sitzt in dem Kostüm. Du hast mir bestimmt mal nichts zu fressen kriege. Wahnsinnig, er sagt zu mir, kriegst du das ist verrückt, dieser Idiot. Ouais, exactement. On voit ça dans le documentaire Ennemi intime. Ouais, exactement. Mais à propos, pour revenir au film, c'est très gore, la pioche dans le dos. Moi, je me rappelle, enfant, ça m'avait extrêmement choqué. Voilà un titre. Ouais. La pioche dans le dos. Et le sang est très rouge, comme dans les western spaghetti ou les films de kung-fu. Tu sais, ils n'ont pas complètement réussi la texture du sang. Tu voulais dire quelque chose, Jeff, c'est à toi. Non, je disais que l'histoire de la pioche, Sidiki pourra t'en parler, puisque c'est celui qui met le coup de pioche Bien sûr. aux Oui. militaires. Ouais. Le budget du film à l'époque, c'était 20 millions de francs. C'était pas... Je pense que Belmondo a dû en C'est prendre pas 15. très cher. Quand Jean-Paul arrive à Paris, il est magnifiquement habillé dans un costume blanc, tu sais, on sent pas du tout qu'il a vécu dans une geôle africaine pendant plusieurs mois, et il est tout bronzé, il est en pleine forme. C'est dans les westerns, ces femmes qui traversaient toute la pampa, tu sais, pour arriver au Rio Grande. Elles avaient toujours une permanente formidable dans les premiers Absolument. westerns. Et c'est là qu'on voit pour la première fois Michel Beaune, Capitaine Valera, qui est absolument excellent dans le film, qu'est-ce qui peut utiliser un code vieux de 2 ans? Un type qui a disparu depuis 2 ans. et qui reçoit ce télégramme qui est codé, et c'est un code qu'il utilisait 2 ans auparavant. Et on comprend que, pour la première fois, Jocelyn Beaumont revient, et qu'il a les blancs, comme tu dis dans le film, c'est-à-dire un avantage aux échecs, où tout d'un coup, il a un coup d'avance sur les services. Ça me rappelle ce que disait ton oncle, qui disait à Caron, l'auteur d'espionnage, arrête de décoder. Le comédien qui joue l'instructeur Picard, c'est joué par Gérard Darieux. Et en fait, il contredit, comme a dit Francis tout à l'heure, il contredit en permanence ce que disent le ministre, ce que disent Rosen, ce que dit Jean-Louis Richard. Et à chaque fois qu'ils émettent des hypothèses, il doit être fatigué, et à chaque fois, en gros, il leur dit non. Enfin, en gros, il refroidit un peu leurs ambitions. C'est vrai. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il s'appelle Picard qu'il les refroidit.
C'est peut-être. Bravo. Il est arrivé. Ouais, Il est arrivé. Il est arrivé sur la pointe des Il y a pieds. eu un là. gros setup. Est-ce que tu as vu ça? génial. Et je voudrais qu'on reparle, parce que tu as parlé vite fait du casting, mais je voudrais qu'on reparle de Bernard-Pierre Donadieu. Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Bien sûr, mais on va parler beaucoup de lui. parce qu'il Jean-Paul est avait tourné exceptionnel. avec lui dans. C'était Le Commandement ennemi de Verneuil. Ouais. Et donc, il avait beaucoup de second rôles à l'époque, notamment dans Coup de tête, écrit par un certain Francis Weber. Oh, oui. Et on se. Pardon, Bien, à toi. Pierre Bachelet, quitte ce corps. Formidable. Maurice Berthier à l'appareil. Tu veux qu'on te rende une petite visite? Avec l'équipe de football, espèce de petite salope. On avait interviewé un jour Donadieu en disant qu'est-ce que ça fait d'être en gros le second rôle, un peu Larbin dans les films de Belmondo. bien sûr. Et il a parlé de Jean-Paul dans ces termes, donc je cite. Ouais. Dans les films de Belmondo, on pourrait croire qu'il n'y en a que pour lui. C'est vrai que dans une certaine mesure, les seconds rôles sont des faire-valoir de Belmondo. Mais Jean-Paul manifeste énormément de respect pour les acteurs avec qui il travaille. Il a une conception du domaine des seconds rôles qui, à mon avis, rejoint la mentalité des metteurs en scène américains. Ouais, je vois Sidiki qui acquiesce off micro, donc effectivement, tout ce que tu dis est vrai. Je l'aimais bien, Momo. Alors que Donadieu n'a pas été très chaleureux avec Depardieu quand il parlait de lui sur, Je je sais crois, pas Martin pourquoi- Guerre. Je sais pas pourquoi, Donadieu, Depardieu, ça marchait pas. Tu sais d'où viennent ces noms, d'ailleurs? Tu m'avais dit que c'était des gens qu'on abandonnait. Des bébés abandonnés sur les parvis des églises. Waouh, Alors, on les appelait Donadieu, Depardieu. c'est drôle. Enfin, c'est étonnant en tous les cas. Ouais. Et Jean-Paul, qui était extrêmement fan, comme on le sait, de Jules Berry et Michel Simon, quand il est habillé en clochard, il fait Michel Simon. T'as vu, carrément, c'est une imitation parfaite, d'ailleurs. Allez, mon bidet, mon binaire! Mon binaire! T'as une anecdote, c'est que ce soir-là, il y a son ami Johnny Hallyday qui vient manger. Johnny Hallyday, Jane Birkin, c'est à vous mes petits, venez. Et donc la scène est tournée de nuit assez tard pour pas qu'il soit dérangé. Rue des Eaux, pas très loin de là où ils avaient tourné le dernier tango à Paris. Ouais. Et Jean-Paul propose à Johnny de faire un caméo en tant que clochard. Attends, super, tout ça, etc. Bon, ils mangent ensemble, mais Johnny se torche tellement la gueule, il est complètement bourré qu'il tient pas debout. C'est paradoxal pour la rue des Eaux. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je t'ai tendu une petite perche, c'est bien. Et donc Johnny, qui devait faire, alors qu'il avait fait un caméo dans l'animal de Claude Zidi, on voit avec Jean-Paul au début. Ah, ils sont encore là, ces deux-là! Est-ce que vous allez me ficher le camp tout de suite? Et bon, là, il a pas pu. Mais il y a une photo qui existe où on voit Jean-Paul et Johnny se marrer en train de déjeuner sur- Mais moi, je voudrais parler un petit peu, papa, de Robert Hossein, qui est introduit dans le film, donc un petit peu à la manière de Audiard, en train de dessiner. Qui le stoppera? Moi, commissaire Rosen, de la brigade d'intervention. Tu avais écrit ce personnage donc comme un personnage totalement fatal, qui va être l'ennemi, le némésis de Jean-Paul. Madame Beaumont, je ne peux pas rester en présence d'une femme nue. Ce serait parfaitement incorrect. Et il était très bon. Hein. Ouais. Et il y a une scène dont je suis content, c'est quand ils sont face à face, comme dans les westerns. Tu parles. Et il y a le petit fleuriste qui arrive. Pardon, monsieur. Le docteur Touchard, s'il vous plaît. Le fleuriste fait la scène. Il fait la scène parce Ouais. que c'est sa trouille, parce qu'il se rend compte de l'atmosphère tendue comme ça, le danger qui plane, tu vois. Ouais. Il comprend. Ça, c'est bien. C'est formidable. Et il y a un autre truc qui est bien, tu parlais de Picard, tu sais, cet adjudant qui a formé Jean-Paul, c'est que comme Trotman dans Rambo, je crois que c'était Richard Crenna, il s'appelait, il a une fierté, il est fier de sa créature. C'est sa créature, Voilà, ouais. c'est C'est le monstre, Frankenstein, c'est la ouais. créature de Frankenstein. Si j'avais un fils, j'aimerais qu'il lui ressemble. Il joue de façon très outrée. J'ai pas compris pourquoi il avait un plâtre. Ça, c'est pas expliqué en première partie. C'est obligatoire. Je ne sais pas pourquoi non plus. Il y a peut-être une scène qui a sauté au montage. Non, je pense parce qu'à un moment donné, ils veulent l'exfiltrer. Quand il commence à être grossier, etc., ils prennent son fauteuil roulant, ils le sortent de la... C'est drôle parce que c'est un mélange de George C. Scott et de Dr. Folamour. Il est dans un fauteuil roulant et il a l'excès de George C. Scott dans Dr. Folamour. Il y a aussi cette scène qui a été tournée, une cascade qui a été tournée par Jean-Paul en voiture, au Trocadéro, et ils ont eu l'accord, parce que tu ne peux pas évidemment tourner au Trocadéro avec une bagnole dessus. C'est grâce au père de Jean-Paul, Paul Belmondo, qu'ils ont eu l'accord de la mairie de Paris de pouvoir le faire. Absolument. Ouais. Mais on parlait de la physicalité de Jean-Paul, papa. Il a également une physicalité qui est proche des comiques, parce que quand il fait son numéro avec les clochards et qu'il tombe par terre, il a un côté élastique comme un Jim Carrey, ou c'est étonnant. C'est un formidable acteur. Écoute, il faut se dire ça, parce que c'est vrai que la corporelle de Belmondo est comparable à celle de Pierre Richard.
Oui, ou Harold Lloyd ou Buster Harold Keaton. Lloyd, Buster Keaton, etc. Ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un héros. Quand il a un flingue dans la main, on y croit. C'est vrai. Et c'est pas facile. En France, on n'en a pas eu des masses comme ça. Ouais. Une question que je voulais poser à Francis. Le Professionnel, c'est quand même pas le Guignolo ou Flic ou Voyou. C'est un film sérieux. On n'a pas envie de rire, surtout avec cette histoire-là. Pierrot a rejoint Colombine. Harlequin disparaît sur la pointe des pieds. Pourquoi ils ont injecté 2-3 vannes comiques? Est-ce que c'est Laudner qui a voulu? Est-ce que c'est Belmondo? Et un casse-casse poulet, hein? C'est Audiard, le couscous, boulette, là, ce genre de choses. Couscous poulet, Josse Beaumont, espionnage et Châtel. Alors, ça peut être drôle. Non, Ça lui. peut être drôle dans le Guignolo, mais Ça nous sort un peu, moi, je trouve effectivement Bah, que ça moi, n'a pas. C'est une erreur de ton. Ça change de ton. Moi, c'est pas le genre de truc que j'écris, mais il a voulu donner une petite marque, si tu veux, de sa fabrique à lui. Ouais. Bon. Mais d'ailleurs, on voit que les noms de famille sont pas tes noms de famille habituels, sauf qu'il y a un adjoint qui s'appelle Perrin. Il y a Repère, Duguano et Perrin. Ça, c'est peut-être toi. Ah ouais, peut-être. Duguano et Perrin. Voilà. J'aurais dû appeler Belmondo. Farge du Pignon. Savoir Pignon. que À Pignon. Jean-François Richer a fait un petit clin d'œil dans son adaptation de Vidocq, L'Empereur de Paris, et parce qu'il y a un gars qui s'appelle Farge dans le film. Ah, c'est beau. Mais il y a un monologue qui est formidable et que Jean-Paul joue très très bien, c'est le monologue du petit soldat quand il dit « j'aurais dû avoir les yeux bleus ». Alors là, ça prouve à quel point les acteurs n'y comprennent rien. Je vais te dire pourquoi. Pour des raisons mystérieuses, je croyais que Jean-Paul avait les yeux bruns. Moi. Les yeux bleus. Les yeux verts. bruns. Ah, d'accord. Alors donc j'écris, pour montrer qu'il était un idéaliste, j'aurais dû avoir les yeux bleus. À l'époque, j'avais des idées sottes. Sur l'honneur, la nécessité de vivre debout. J'aurais dû avoir les yeux bleus. Mais il les a. Ah non, il a les yeux verts, Belmondo. Mais c'est pareil. Ah, d'accord. Ça veut dire, j'aurais dû avoir les yeux clairs, tu vois. D'accord. Et c'est extraordinaire qu'il ne m'ait pas dit, mais enfin, j'ai les yeux bleus. Mais ça marche en fait, très bien, parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Oui, mais s'il les a. C'est absurde. Vous lui diriez la vérité, vous deviendriez peut-être amis. Est-ce que tu te rappelles de Dany Cogan, la fille de Cogan qui avait d'ailleurs cassé les jambes de Ventura au catch? C'est pas sa fille, c'est lui. Ouais, c'est ça. Mais mets la virgule où il faut. Ouais, effectivement, mais elle est extraordinaire parce qu'elle fait une méchante dans le film. Ouais, et elle Robert, rappelle, ouais. tu sais, elle rappelle dans Bomboisier de Russie, Rosa Klepp, la femme qui avait un poignard dans sa chaussure. Tu sais que t'es bien foutu. C'est que tout d'un coup, elle arrive pour torturer la femme de Belmondo et elle fait peur. C'est un personnage que tu as écrit? Je l'ai écrit, oui, mais Ouais. je me rappelle pas. Elle est jolie ou pas? Elle est jolie, je trouve. Ouais, Elle a quelque chose de dangereux et de joli, effectivement. Jean-Paul l'a refait tourner dans Le Marginal. J'étais excité, j'avais peur à la fois. Ouais. Mon Dieu. Ah ouais, non, Tu vois c'était- comment je te fouette. Comment il fait La scène du bain, Comment ça- il fait quand Quel tu as vieux- 10-11 ans, tu vois cette scène, tu es un peu émoustillé quand même, j'avoue. Non, c'est vrai, mais il y a un moment d'ailleurs où elle est face à cette jeune femme nue, la femme de Belmondo, on a l'impression d'être dans un film de Marc Dorcel un petit peu. Je sais pas, je ne connais pas ce monsieur. Mais Donadieu est absolument extraordinaire. Parce que la scène où Belmondo lui casse le nez, il a un effet pour être cassé en plus. Tu sais, quand il dit le croissant c'est pour mon ami. Là, vous êtes vache, commandant. C'était le boulot, non? J'aime pas donner des baffes. Il démarre la scène en se rongeant les ongles. Donc on sent un type qui est inquiet déjà. Et c'est fort un comédien qui est déjà dans le truc C'est- avant que ça a démarré. Et c'est pas dans la colonne de gauche. Ça, C'est des exactement. trucs tu sais, c'est formidable, ça. Magnifique. Tu me disais que Steve McQueen, les 7 mercenaires, faisait toujours quelque chose derrière. Absolument, il vérifie son fusil, il Yul regarde Brynner. d'où vient le vent avec son Ouais, doigt. Il prend un briquet, etc. Toujours pour Il prend de attirer l'eau avec son l'attention. chapeau dans une rivière. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est extraordinaire, c'est ça, c'est la magie des comédiens qui amène effectivement tout Laurence d'un coup. Buchol qui fait ça? Oui, c'est dans le film surtout. Je crois que c'est McQueen. C'est sur les types qui tirent la couvrante. Parce que moi, je me rappelle, j'avais au Trocadéro, quand je tournais la doublure, Ouais. j'avais ce faux restaurant, tu sais, qu'on avait construit donc sur l'esplanade. Et il était tellement bien fait qu'il y avait des Japonais qui venaient réserver pour manger. Et il n'y avait pas de restaurant derrière, il y avait que la terrasse. Ouais. Et il y avait un figurant qui faisait plein de trucs. Il disait comme ça, oui, je n'arrêtais pas de dire aux assistants, mais allez, arrêtez ce type. Et on ne disait pas ça à Steve McQueen quand il me regardait en l'air. Non, etc. mais Yul Brynner le haïssait. Je le sais. Ouais. Mais Il se faisait des cheveux à cause de lui. Oh merde, encore une. il y a un truc que tu avais fait dans L'Emmerdeur et que tu as repris dans le film, c'est quand tu mets un billet quand Jean-Paul met un billet sur le pare-brise du type, tu sais, qui commence à essayer de l'acheter petit à petit pour des informations. Et à Marc la fin, Lamolle, il- voilà. le comédien Et s'appelle ce qui est Marc formidable, c'est Lamolle. qu'il fait apparaître les billets dans sa main comme un magicien. Et à la fin, il les reprend. Oui, vous avez perdu. Donc toujours cet humour qui est injecté dans le film. Et toujours la grâce de Jean-Paul. Parce qu'effectivement, Ouais. la comédie et à la fois le héros. C'est ça qui m'a fasciné. C'est un de ses meilleurs films. Ouais. D'ailleurs, c'est Absolument. un de ceux qui a fait le plus gros box-office, je crois. Ouais. Ouais, il a dépassé les 5 millions. Ouais. Ouais.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il est toujours à l'aise. On ne sent jamais qu'il est traqué comme Jason Bourne ou quand Bond est trahi par ses services. Il est toujours Jean-Paul. Oui, mais il a une pub faite par son instructeur qui dit c'est un surhomme. C'est vrai. C'est pour ça. Et puis, il est en terrain inconnu, puisqu'il est sur Paris. Ouais. C'est pas que c'est à l'étranger. Ouais. Jocelyn Beaumont, espionnage et châtaigne. C'est toi, ça, papa? Non. Ah non, ça, c'est pas de bois. Raoul Wolfoni. Espionnage et châtaigne. Mais ceci dit, quand il met un pain à Pierre Vernier, qui a un tout petit rôle dans le film, il joue Wolfoni, le représentant de glace, enfin le marchand de glace. Qui est un client de Doris. Oui, il est ce fou. Il me dit les espions, les châtaignes. Les affaires reprennent. C'est ça, un client de Doris la prostituée qui fait penser un petit peu à Mireille d'Arc dans Le Téléphone Rose. Ouais. Et Jean-Paul lui envoie un coup de poing, mais il aurait une commotion cérébrale, le nez cassé, alors que là, c'est un coup de poing qui finit dans un placard comme un vaudeville, tu vois. Et on est dans du cinéma quand même. Ouais. Et c'est formidable aussi quand Jean-Paul sort de la chambre avant de dire couscous poulet et qu'il se bat contre André Breton. Non. C'est Daniel Breton. Daniel Breton, je savais que j'avais pas... Daniel Breton surréaliste. Daniel Breton et Maurice Ozel. Ça vous amuse de me suivre comme ça? Non, on ne s'amuse pas. On bosse. Vous allez où? C'est ça, Daniel Breton qui doublait Minos dans Peur sur la ville et qui lui ressemble un peu, il a la même coiffure. Oh, il a fait plein. Daniel, qui est un pote, a aussi doublé Pierre Richard dans la caravane de beaucoup de films. Mais il est vachement bien d'ailleurs. Hein. Et Jean-Paul, il a souvent ce look chemise bleue et blouson de cuir, non? C'était un petit peu sa marque de fabrique dans les films, non? On retrouve ça, parce que ça lui va vachement bien d'ailleurs. Ouais, c'était l'époque des jeans et des blousons de cuir, donc c'est vrai que c'était sa marque de fabrique. Comme et c'était Paulette Bray qui designait son look dans la costumière. Paulette, je pense que Jean-Paul choisissait ses propres trucs, et après c'est Paulette qui l'habillait en effet. Mais t'as vu, il ne couche pas avec Doris alors qu'elle lui fait des avances, la prostituée. Donc Jean-Paul, ou en tout cas Jocelyn, est fidèle à sa femme et à sa maîtresse. Tu as prévenu Alice Ancelin de ton retour? Oublie Alice Ancelin. Ça fait 2 ans. Prescription maintenant. Tout à fait. Ouais, c'est bien. C'est formidable. Ouais. Et quand il dit Pierrot a rejoint Colombine, Harlequin, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ouais, Pierrot a rejoint Colombine, c'est ce qu'il dit lorsque Pierre Vernier est dans la penderie, là. Ouais. Ça, c'est tous les dialogues d'Audiard. Ah ouais, Pierrot a rejoint Colombine. C'est ça. Harlequin disparaît sur la pointe des pieds. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je trouve, c'est vrai, comme tu dis, ça sort un peu du film qui est assez sérieux. Je suis d'accord. Tout ce passage avec Pierre Vernier qui se termine par « Et un couscous poulet, hein ?» qui était... Les gens riaient, mais je suis pas sûr que ce soit un bon rire. J'ai mis du temps à comprendre parce que j'étais gamin et je savais pas que les flics, on les appelait les poulets. Et c'est le fait qu'un flic qui tombe dans le couscous qu'on dise couscous poulet. Mais quand t'es gosse, tu comprends pas forcément la vanne. C'est plus tard que tu vas comprendre. Je suis même pas sûr qu'il y ait une vanne, là. Bah, il envoie un flic dans du couscous. Dans du couscous, donc c'est un poulet. Ah oui, peut-être. Enfin, ceci, c'est un espion. C'est le mot poulet qui est peut-être pas complètement accessible. Adieu poulet, il aurait dû dire, ouais. Il est à Montpellier, Verja. Mais tu as vu, à propos de poulet, Rosen, le personnage joué par Hossein, qui est formidable, parce qu'il a une fatalité. Il y a une bonne réplique de Audiard, d'ailleurs, la brigade sauvage. Commissaire Rosen de la brigade sauvage. Ouais. C'est beau. Mais c'est ce que c'était que la brigade sauvage, non? Tu vas nous le dire, ouais. Tu veux que je te le dise? Oui. Eh ben non. Non, en fait, la brigade sauvage, c'était le général Agondokov, parce que ma grand-mère était russe, tu vois, qui, quand il était content de ses hommes, leur donnait une ville à piller. Et on les appelait la brigade sauvage. Ça existe toujours, donc, mais sous un autre nom. Oui, on leur donne pas aussi nettement. Si tu dis pas à tes hommes, et là, non, allez-y, les mecs. Non, ils font ça parce qu'ils le font, tu vois. Ça se faisait déjà au temps du Moyen-Âge. Hein. Ouais. Donc, je voulais parler brièvement d'une scène qui est formidable aussi, c'est quand il rend visite à Valera. Tu sais que t'es mignon, Édouard, quand tu fais semblant de dormir? Je fais pas semblant de dormir. Donc Michel Beaune qui est très bien. Déjà, c'est très en avance et visionnaire parce que Michel Beaune collectionne les robots. C'est une espèce de geek avant l'heure. C'est pas que tes robots que tu me faisais le plus chier. Avec tes piles. Les piles allemandes n'allaient pas sur les robots japonais. Et il y a plein de super... On voit Goldorak d'ailleurs, t'as remarqué, Jeff? Non, il y a un petit Goldorak. Et là, il y a une scène qui est merveilleuse parce qu'on est en plein dans le cliffhanger. Tu sais, le moment où on met son héros sur une falaise et qu'on doit l'en sortir. C'est qu'il est dans cet appartement et qu'il y a tous les espions à l'extérieur qui attendent pour le buter. Et là, il y a une idée extraordinaire que tu vas nous raconter. Non, rien du tout. Non, c'est qu'il appelle les journalistes et tout d'un coup, il dit « Je n'ai aucunement envie de me suicider. » Ah ouais, ça, je me souviens très bien. Ouais. Et donc, tu es obligé de me rappeler le film parce que moi, je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai écrit. Ouais. Effectivement, mais en tout cas, c'est une de mes scènes préférées du film, quand il fait cette espèce de comment on dit C'était l'astuce qu'il a trouvée. Ouais. En fait, parce que mon rôle à moi, comme scénariste, c'était de faire que ce type ait un coup d'avance. Ouais. Il sait qu'il va y avoir tous les espions en bas, enfin tous les flics en bas, et il faut qu'il apparaisse pour dire, maintenant, j'ai aucune envie de me
C'est ça, c'est une Et en plus, conférence de il les presse voit. improvisée. Ouais. Laudner montre qu'il les voit, les flics. Ouais. Il les voit, deux qui sont dans la voiture, deux qui sont dans le bar, etc. Mais on les voit Emmanuel attendre Vassal. comme des chacals dans le hall de l'immeuble et Vassal, tout. il va. C'est vraiment Et super. d'ailleurs, bien lorsque fait. Jean-Paul descend l'escalier, il y a Farge et Rosen qui ne veulent pas, parce qu'ils ont perdu la partie sur ce coup-là en tout cas, qui vont dans une autre pièce pour pas croiser Belmondo. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est étonnant, mais ça fait penser, c'est une époque où, un peu après les thrillers parano, les 3 jours du Condor, le dîner de Condor que tu as fait, papa, Oh mon Dieu. les hommes du président, mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même parano dans le film avec ce type qui est poursuivi par ses services et qu'on n'avait pas beaucoup dans le cinéma français avant. Ouais, il y a Ilko Micard de Verneuil qui est un peu dans cette... Avec le procureur Volney. Henri Volney et Brigitte Lahaye. J'ai un autre titre alternatif pour le film à cause des passages comiques de Audiard, Magnum Farce. Ah, c'est joli. Si je fais un film, pense-moi à pas te demander le titre. À propos, il arrête pas, Jean-Paul, il a un truc qui est un peu une signature, c'est qu'il met cet énorme Magnum dans son pantalon, mais il pourrait se tirer dans le guignolo, non, c'est dangereux. Mon Dieu. Mon Dieu. Je désavoue. Poursuite de voiture obligatoire, Jeff, dans les films de Jean-Paul. Oui, il y a cette fameuse poursuite entre Rosen, Farge et Belmondo. Alors, savoir que Robert me l'a dit aussi, lui, il était très traqueur, il avait peur en bagnole. Il a peur de tout. Ouais, il avait peur de tout, c'était vraiment... Ouais, je me rappelle, on était à Euro Disney tous les deux, et il y a un truc où tu t'installes dans une salle de spectacle pour je ne sais quel truc, mais les fauteuils bougent comme ça. Tu vois. Et il est en train de dire, attends, c'est dangereux, il me dit. Je lui dis, oui. Oui, on te demande de mettre ta ceinture, et fais attention, si tu es éjecté, tu as quelqu'un pour te soigner. Ah non, moi je me tire. Il avait peur de tout. Savoir que dans le scénario original d'Audiard, on a le nom du commissaire et il s'appelle Saul Rosenblum. Waouh. Ah, c'est bien. J'ai beaucoup d'infos par rapport au scénario original. Mais Saul Jean-Paul faisait ses cascades, comme on a dit, mais il conduit aussi la voiture, comme fait Tom Cruise dans l'émission Impossible. Hein, et ça se voit, il conduit très bien. Je sais qu'il avait des problèmes avec les motos, tu m'as dit, Jeff. Ouais, c'est ça, parce qu'il avait... on le voit une fois, c'est dans L'Homme de Rio, il fait de la moto, il n'est pas très à l'aise dessus. Ouais. Si on observe bien le dernier plan, avant qu'il se plante dans le bosquet, on voit qu'il va se casser la gueule. Et il a un ami à lui qui s'était tué en moto, et ça l'avait marqué, donc il était pas très à l'aise sur la moto. Trivia sur les motos. Bien sûr. Il y avait Nouchkine dit à 2 cascadeurs, qui n'étaient pas des acteurs, qui étaient sur une moto et qui ne savaient pas conduire. Il y avait donc Prébois et Mario David. Et il leur dit, alors, c'était un hôtel, comme ça, il y a un Hilton, et ils devaient partir à gauche, et il leur dit, alors vous partez à gauche. Et ils avaient 2 mètres à faire, et les gens les recevaient parce qu'ils ne savaient pas conduire. Alors, ils enregistrent mal l'indication, ils partent à droite, ils pulvérisent la porte vitrée, et ils atterrissent en sang devant la réceptionniste. Et Nouchkine arrive en disant « Pas de ça ici, hein !» C'est magnifique. Ah oui. Je voulais juste donner le nom du fleuriste qui est quand même extraordinaire dans la scène de duel, c'est Jacques Cancelier. Tu savais ça, Jeff ? Non. Et donc, c'est lui qui fait la scène, comme on disait. Et il y a une très très bonne idée aussi de scénariste. C'est quand le scénariste, tout d'un coup, se substitue au metteur en scène. C'est que, tu sais, ces espèces de plaques de militaires qu'il a en collier, ce qu'on appelle les dog tags en anglais, il les sort, il les enlève de son cou et il les met autour du cou de Rosen. Et comme ça, on a l'impression que Beaumont est mort. Et c'est ce moment où Bernard-Pierre Donadieu va vérifier le corps à la morgue. Il se rend compte que c'est Rosen. Il se précipite dans sa voiture parce qu'il n'y a pas de portable à l'époque, ce qui est très pratique pour les films, les polars. Oh oui. Ouais, et pour les scénaristes. Et donc, il est obligé de passer le coup de fil de sa voiture et Beaumont surgit derrière lui, sur le siège de passager arrière, tu vois, lui met un flingue sur la tempe et il lui force à dire au service, oui, Beaumont est bien mort. Ça, bien sûr, je me rappelle ça. C'est Rosen. Et là, attends, la grande réplique, c'est que on lui dit, mais vous avez l'air ému, il y a un problème, etc. Il demande, parce que l'autre a la voix un petit peu chevrotante, et Donadieu dit simplement, je l'aimais bien, Beaumont. Avec Beaumont, il a le nez explosé. Le nez explosé et un flingue sur la tête. Et ça va, justement, quand Rosen meurt, bon, c'est spoiler alerte, comme dirait Jean. Il y a cette scène, Francis veut savoir, cette scène de duel, qui est un hommage à Léon, entre Jean-Paul et trucs. C'est une idée de Laudner, c'est une idée de toi ? C'est une idée de moi, c'est complètement un scénario, là, tu vois. Parce que dans l'original, c'est pas du tout comme ça que meurt Bien Rosen. sûr que non, mais là, ça me paraissait le moment où ils devaient s'affronter, tu vois. Voilà, c'est du western et pur. En plus, ils ont tous les deux une vraie présence. Ouais. Parce que Sel était un très bon acteur. Et là, quand ils sont face à face, on sent 2 héros. Absolument, on tournait tout d'un coup dans les films de Léon. Ouais. Mais je voulais parler un petit peu de la fin.
Parce qu'effectivement, est-ce qu'il aurait dû mourir ou monter dans l'hélicoptère, papa ? C'est une bonne question. Dans la mesure où le film a été un triomphe, on ne peut pas imaginer autre chose. C'est-à-dire, si tout à coup ça s'était écrasé parce que le public n'acceptait pas que Belmondo meure... Ce que Alain Poiret avait prédit, il a dit on va perdre un certain nombre d'entrées. Ouais. Savoir que tu parles de la fin, donc il y a la fin où Jean-Paul se fait tuer, prend une rafale dans le dos de la part de Farge. Tu as le blouson d'ailleurs. Ils ont quand même... Oui, j'ai apporté le blouson. Ils ont quand même tourné la fin, Georges m'avait dit, on a tourné la fin où Jean-Paul monte dans l'hélico avec Doris, la call girl, et part. Wow. Mais Jean-Paul voulait mourir, justement. Oui, parce que Delon était mort avant. Delon, il meurt dans tous les films, hein, c'est pas compliqué. Non, mais Jean-Paul avait dit, si je pars dans l'hélico, c'est le guignolo, en fait. Ah ouais. C'est pas le professionnel. Alors, ça a rendu... Surtout s'il était accroché en dessous. Et le problème, avec la fille. Comme a dit Francis, Mouchkine et Poiret ne voulaient pas faire mourir Belmondo parce que ça t'enlève des entrées quand le héros meurt. Ouais. Mais Jean-Paul est quand même mort une douzaine de fois dans ses films. Hein. J'aimerais pas ça. Et c'est une tradition des années 70 où, depuis Easy Rider, Bonnie and Clyde, tous les héros mouraient à la fin. Et donc, il tourne cette scène où Jean-Paul monte dans l'hélico, mais Georges me dit, je la tourne mal volontairement, pour pas qu'on puisse l'utiliser. Incroyable. Personne n'a jamais vu. Alors, je me rappelle, on voyait pas l'hélico. Ouais, sur YouTube, c'est un faux montage. Hein. Enfin, on voit une scène où Jean-Paul monte dans l'hélico, c'est un montage très mal fait. C'est pas du tout les vraies images. Et donc, la scène qui a été gardée, évidemment, c'est celle où Jean-Paul se fait tuer par Farge quand il y a De Sailly qui dit, il faut le stopper. Jean de Sailly qui avait tourné avec Jean-Paul dans un autre film de Melville. Je ne sais pas. Le Doulos. Ah bah le Doulos, bien sûr. Ouais. Ah, je l'ai pas vu, le Doulos. Et maintenant, si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur le film, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Ah bah oui, j'ai quelque chose à dire. Bah, dis-le. Comme je vous ai dit, j'ai lu le scénario original de Michel Audiard. Ah oui. Alors, je sais que le professionnel, il y a beaucoup de fans du film qui connaissent le film par cœur, donc je pense que ça va énormément les intéresser. Savoir que le scénario d'Audiard, avant que Francis touche à ce scénario, le début du film, c'est une délégation de la Croix-Rouge qui visite la prison du Malawi. C'est une prison très moderne. Donc les gens sont là, et puis le président N'Djala est très fier de montrer cette prison où il y a des terrains de sport, etc. On voit des prisonniers en train de jouer, de faire du sport. En fait, ce sont des militaires, des soldats. Et les vrais prisonniers, ils sont en train de croupir dans une prison, notamment Jocelyn Beaumont, qui a la tête dans un paquet de merde, carrément. Donc c'est ce qui est écrit. Et on voit un des militaires, donc qui est censé être un prisonnier, faire de la musculation sur un grand portique. Et il y a un fondu enchaîné, et le lendemain matin, on voit sur un portique 5 ou 6 prisonniers égorgés, pendus par les pieds, donc c'est assez gore. Et Jean-Paul qui est dans sa prison, il y a une goutte d'eau qui tombe, et il a un flashback, et il se voit enfant au parc Montsouris, en train de sauter dans une flaque d'eau. Incroyable. Donc Jocelyn, c'est quelque chose qui était dans le film au départ. Wow. Ensuite, on a N'Djala qui passe les troupes en revue, et il tombe devant Beaumont. Et il lui dit, est-ce que vous êtes heureux ici ? Il dit, non, pas du tout, etc. Enfin, vous y êtes pour un moment. En fait, il est en train d'expliquer. Et il s'évade, donc, avec le personnage joué par Sidiki, Kirot. Savoir que, donc, Sidiki qui meurt dans les bras de Jean-Paul, ça, on vous en parlerait tout à l'heure, et Jean-Paul fait croire qu'il est mort, déjà une première fois, puisqu'il prend un cadavre, il y a un crocodile qui a bouffé un cadavre, et ils font croire que on pense que c'est Belmondo, donc c'est pas grave, plus personne ne cherche Jocelyn Beaumont, puisqu'il est mort bouffé par un crocodile. Voilà. Et faut arrêter. Est-ce que tu veux que je réécrive tout ça ? Ah non, pas du tout, mais je trouve que c'est... Et après, on va parler du racisme du film, ce que tu as évidemment corrigé, et c'était bien fait. Alors, il y a un personnage dans le film qui a disparu après, qui s'appelle Barsky, Ange Barsky. Et Hutch ? Non, tout simplement Ange Barsky, et qui vend des armes à Belmondo. Il n'y avait pas une histoire de macro aussi ? Ouais. Donc, Doris Fredriksen ne travaille pas pour Madame Claude, mais elle travaille pour des macros. Le furieux vous a pas dit je m'appelle Rosen de la brigade sauvage et je vais te faire bouffer des chaussures? Ah non, il a pas dit mes chaussures, il a dit mes godasses. À un moment donné, Jean-Paul va dans un sex shop. Mais je veux vous dire, c'est des scènes ahurissantes. Et je comprends que le scénario soit tombé des mains de Lautner et de Belmondo et que Francis a bien fait le travail. Il va dans un sex shop pour aller voir une amie à lui qui est stripteaseuse et pour lui demander des renseignements. Wow. Et évidemment, le patron du sex shop n'est pas content de voir Belmondo. Jean-Paul lui met un coup de tête et il prend un sex toys, il y enfonce dans la bouche. Oh mon Dieu. Alors je vais te dire, ça leur est pas tombé des mains malheureusement. Si j'avais pas dîné avec Lautner le soir où je lui ai dit ma version du script, ils auraient tourné ça. Ah, mais ils étaient peut-être pas à l'aise avec... Ils étaient pas à l'aise, mais ils avaient ce scénario, tu vois. Savoir que la femme de Beaumont se fait tuer par Rosen dans le film. Donc c'est pour ça que Jean-Paul aussi se venge en tuant Rosen, ça on le sait pas. Le personnage de Doris Fredriksen se fait égorger par le secrétaire d'N'Djala, Arthur. Wow. Et Arthur était interprété par un acteur blanc dans le film. Wow. Voilà. Avec du blackface ? Ça, je sais pas. Savoir comment Rosen meurt dans le scénario d'Audiard.
il est dans les cuisines du Georges V et il regarde au-dessus d'une marmite ébouillantée, il y a des crabes qui sont en train de bouillir. Et Jean-Paul lui dit cette phrase, il arrive derrière, il paraît que ça couine les crabes quand on les ébouillante. Et les poulets, est-ce que tu sais le bruit qu'ils font? Heureusement, c'est intéressant parce qu'on voit tout le travail d'un script c'est ça, le travail de tu as Francis. fait pour nettoyer tout ça. Et il y a des passe-plats. Et à un moment donné, Jean-Paul met Rosanne dans le passe-plat et ça monte dans la chambre de Njala et il voit le cadavre ébouillanté de... Waouh. Écoute, c'est bien, le writing is rewriting, voilà. C'est ça? L'écriture, c'est la réécriture. Mais pour dédouaner Audiard, vous avez raison qu'en faisant le prochain... Garde à vue, qui a pris toute son énergie et qui est un chef-d'œuvre. Un très beau film. Et le final du film, que je vais vous raconter, Jean-Paul en fait prend un bazooka et envoie une torpille dans l'appartement d'Njala, enfin dans sa chambre d'hôtel. Voilà. Wow. Voilà comment le film s'est terminé. Et je ne vais pas en parler, mais il y a énormément de dialogues, plus que limite, qui sont très très racistes, qui sont, on ne va pas les prononcer ici. Et je comprends pourquoi le film n'a pas pu se faire. En tout cas, ils n'ont pas pu adapter. Déjà à l'époque, qui n'était pas une époque très woke, ça était très choquant, effectivement. Et tout ça, le script était très mauvais, c'est tout ce qu'il faut dire, je veux dire. Voilà, c'est un bon résumé. Ouais. Un dernier petit truc. Et après, tu te tais à tout jamais, j'espère. Ouais. Fermez-lui les yeux. Non, mais c'est bien ce que j'ai à vous dire, vous verrez. Oui. Lorsque Jean-Paul avait fait son testament, il y a une 30aine d'années, il avait écrit savoir comment ses obsèques devaient se dérouler. Et il avait dit, voilà, il faudrait que ce soit dans telle église, vous allez être incinéré, etc. Donc ça, c'est les... Et il a dit, j'espère qu'à la fin, donc il a écrit ça dans les années 90, j'espère qu'à la fin de la cérémonie, vous n'allez pas me passer la musique du professionnel. Je pense que vous aurez envie de passer le professionnel. Alors passez le professionnel. Ah, c'est bien. C'est beau. Hein. C'est ce qui s'est passé aux Invalides, puisque sans sa cœur, sans sous la musique des... Incroyable. Non, ça valait la peine de te laisser parler. Je sais, mais de toute façon, je suis censuré dans cette émission. Adieu. Pas complètement. Enfin, on va garder 2-3 mots de ce que tu as dit. On va biper tout le reste. À la De Funès. Et maintenant, j'accueille avec une grande joie dans l'émission Sidiki Bakaba, acteur de théâtre, de cinéma, réalisateur, homme de la Renaissance, qui nous raconte son extraordinaire aventure en Camargue. S'il te plaît, Sidiki, dessine-moi un beau mot. Bonjour. Bonjour. L'absence du dialogue. Ah oui, avec une voix magnifique en plus. Bonjour Francis, je suis heureux de te rencontrer. Ouais, c'est réciproque. Tu avais tout de suite, j'ai dit, je peux t'appeler papa. Vous voulez m'appeler papa, je suis d'accord. Et moi, c'est de la merde? Non. Toi, tu es mon petit frère. Ah, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et maintenant, on te laisse parler car tu as attendu patiemment et puis on est suspendu à tes lèvres. Oh non, mais moi, je serai encore à l'écoute tellement c'est merveilleux tout ce que j'entends, quoi. J'ai goûté, ça c'est gentil, et simplement, je dirais à Francis que les gens, quand ils ont vu le film, d'abord, ils pensent tous que c'est tourné en Afrique. Quand je les rencontre, des Africains, ils me disent, c'est tourné chez moi au Mali, ou bien c'est tourné au Sénégal. Chacun voulait que ce soit chez lui. Alors, je dis, vous pouvez parier. Et après, je leur dis, vous avez tous perdu, c'est tourné en France. Extraordinaire. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que le personnage qui s'évade avec Jean-Paul, et après avoir... piocher un militaire et qu'il meurt dans les bras. Ils disent oui, mais on n'est pas d'accord. Il faut pas qu'il meure. Il faut qu'ils partent tous les deux en France. Ouais. Ah oui, ça c'est... Jusqu'aujourd'hui encore, il y a des frustrations. Ils disent mais pourquoi ils t'ont fait tuer plus tôt? Pourquoi tu n'es pas... Et cette amitié n'a pas continué en France pour lui apprendre à devenir flic aussi, pour suivre... C'est vrai, on est un peu frustré parce que quand on te voit courir avec lui, on a un vrai couple d'hommes, une vraie body story, comme on dit, et ça fait penser, tu sais, je disais, à La Chaîne, où tu as Sidney Poitier et Tony Curtis, et on aura envie de poursuivre un peu plus longtemps vos aventures, effectivement. C'est une possibilité. Cela dit, quand même, tu as un avantage. Belmondo, qui a eu tellement de très belles femmes dans les bras, tu fais partie des gens qu'il a pris dans ses bras. Et vous auriez pu rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours, enfin, finalement. De toute façon, c'est une belle scène, le fait que tu sais, l'ami qui meurt, c'est toujours une très belle scène dans un film. Et ce qui est intéressant, qu'on a fait ça à toi,
c'est que les dernières fois où j'ai vu Jean-Paul, peut-être que 40 ans après, c'est-à-dire peu de temps avant qu'il nous quitte, et on était assis, Jeff m'avait invité, introduit dans la salle de théâtre où Jean-Paul venait comme parrain. Mhm. Et j'étais à côté de lui, et à un moment donné, il me dit comme ça, tiens, on va se répéter la scène. Et c'est intéressant, cette fois, je lui dis, je vais mourir. Et il dit, oui, pourquoi? Tu as peur? Je lui dis, non, pourquoi? Et il me dit, parce que moi, j'aurais peur. T'as peur? Non. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais peur. Alors, on a pris sur nous de changer le dialogue à ce moment-là. Je dis, mais parce que moi, j'irai... Ah, mais tu n'iras pas en enfer. Tu as donné tellement de rêves. Nous, on ne va jamais en enfer. C'est beau. Ouais. Mais c'était un dialogue et un moment extrêmement émouvant du film, le plus émouvant, je trouve, où tout d'un coup, effectivement, tu meurs dans ses bras et lui a peur, effectivement, de mourir, alors que c'est le héros et pas toi. Et quand vous courez, tu m'as dit que c'était pas évident de tenir le rythme avec Jean-Paul, qui était un athlète, donc toi aussi d'ailleurs. Ah oui, mais c'était un minuscule athlète à côté de Jean-Paul à l'époque. Tous les matins, il venait frapper à ma porte comme ça, et puis on courait dans ce paysage. Et ce qui était frappant pour moi, c'est que ce village était vraiment un village africain. Quand on arrivait, la première fois que je découvre ce décor en arrivant en Camargue, j'ai halluciné tellement c'était... réaliste, c'est vraiment l'Afrique, quoi. C'est bon. Et lui, il venait me demander, on allait courir. Et on court, mais malgré mon âge, je n'arrivais pas vraiment j'avais envie de raccrocher à chaque fois. J'avais envie de dire, mais enfin, quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est fou. Et tu avais 10 ans de moins que lui, tu m'as dit. Ah oui. Et puis, le salaire de la peur a été tourné où? À Cassis. Tu vois, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que vous, c'était en Camargue, le salaire de la magie du cinéma, ouais, effectivement. Ah ouais. Mais Sidiki, je voudrais que si tu veux bien nous raconter, que tu nous racontes ton histoire. Le professionnel t'a sauvé la vie. Oui, c'est marrant parce que entre-temps, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Il faut le dire, hein, je suis pas né à Abidjan, dans une capitale. Ou dans une clinique ou même dans un hôpital. Je suis né à la maison. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire que et quand moi je découvre les personnages, j'ai eu Jeanne Moreau, par exemple. La première fois que je vois un film dans ma vie, c'était Jeanne Moreau, je crois avec Gérard Philippe, c'est pas en noir et blanc. La frayeur que j'ai eue, c'est voir des photos en noir et blanc, mais énormes, des têtes énormes sur un écran. C'est pas comme des gens qui ont l'habitude, mais photos qui parlent. Et ils parlent une langue que je ne comprends pas, parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas, je ne parlais pas français. Si on t'avait dit à cette époque-là, tu vois, mon petit garçon, cette magie, tu seras un jour dedans avec la plus grosse vedette française, tu l'aurais pas cru. Oui, mais chose intéressante, c'est que j'ai eu tellement peur de Jeanne Moreau, que j'ai cru, la ville n'était pas encore électrifiée, c'était chez les curés, et la projection avec un 16 mm, c'était sur le mur, et j'avais peur en rentrant dans mon quartier, pas électrifié, faut pas que je rencontre cette femme, c'est une djinne. et c'était vraiment cette frayeur, je rentre, je dis rien à ma mère, parce que surtout, on ne devait pas aller au cinéma. Voilà que quelques années plus tard, je vais passer par Abidjan, faire l'école d'art dramatique et de me retrouver à l'Université internationale du théâtre à Paris. Et que je retourne et je suis appelé un jour par mon agent. Oui, tu vas aller rencontrer quelqu'un. Et c'était Claude Régis que j'allais rencontrer. Je vois Jeanne Moreau. Oh là là. Waouh! La partie en courant. Ah oui, mais j'avais peur, j'avais une frayeur. La sorcière. Et elle dit, c'est lui.
En fait, ils s'étaient parlé, certainement entre eux, ils cherchaient qui allait l'être, parce qu'à l'époque, c'était pas des castings qu'on t'essayait, on savait que tu avais été à l'école d'art dramatique et tout, mais Jeanne dit, c'est lui. J'ai sursauté, et ben voilà, je vais donc jouer avec Jeanne Moreau au théâtre, et je vais être un de ses amants d'ailleurs, avec, dirigé par Claude Régis. Ça, c'était... C'est des belles histoires. Oui, c'est énorme. Partir d'un enfant terrorisé par un truc pas électrifié ou une goule. Et après, ça va être Jean-Paul Belmondo, parce que ça, c'était un héros, là, c'était... C'est pas un être humain. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça qu'on croit que c'est pas... c'est pas un être humain. De même que quand il est tué dans le film, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, il ne peut pas mourir. Non. Et surtout, il ne fallait pas que passer un film comme ça, c'est arrivé dans certains cas. C'était toujours 2 films qui passaient là où je suis né. Il y a un premier film, L'Entracte, et puis un deuxième. Il est arrivé une fois qu'un héros tué, le film qui vient après, il ressort. Là, tout le monde dit « Remboursé !» Ah, c'est drôle. Ta mère ceci, ton père ceci. Et en fait, vous savez qui on insulte ? Non. Le projectionniste, c'est le métier qu'il fallait jamais avoir en Afrique. Dangereux, ouais. C'est comme un arbitre de football, tu sais, c'est très dangereux. Oui. Et quand il y a une scène de baiser et que ça n'arrive pas au bout, on crie, on l'insulte. Mais regarde ce que tu fais. Et il est toujours responsable de tout ce qui n'aboutit pas dans le scénario, Francis. Donc, moi, ma rencontre avec Jean-Paul, ça va être quelque chose d'incroyable. Parce que lui, j'étais arrivé, il y avait Alexandre Mouchkine à la production. Bon, je rentre et je vois timidement Jean-Paul va traverser là. Je vois Jean-Paul, en vrai. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive 76, et je rencontre Jeanne Moreau. Et maintenant, en 81, je crois, par là, je vois Jean-Paul Belmondo, en vrai. Et lui, il me dit tout de suite, petit frère. Formidable. Formidable parce que tu t'entends à ça un peu partout. Tu vas en Afrique, quand tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, c'est ton grand frère, ou bien c'est ton papa, ou bien tonton. Mais c'est pas d'habitude... en Europe, surtout de voir un type extraordinaire comme ça. Toi, t'es mon petit frère. Eh bien, ce que j'ai connu avec Jean-Paul, ça a été cette chaleur humaine et que même 40 ans après, Jeff m'appelle pour me dire, tiens, on va aller au théâtre. On se retrouve 40 ans après. Je suis passé derrière la caméra pour réaliser une fiction, long métrage, une deuxième, et puis documentaire. Mais j'aimais filmer sur le tas. Et en 2011, il y a eu la bataille d'Abidjan, la guerre. J'avais ma caméra, je suis allé devant la résidence, continuer à filmer parce que les gens chantaient, dansaient, pendant que les hélicoptères bombardaient de l'ONU, de l'armée française. Wow. Et tout. C'était mon armée aussi, qu'est-ce que je voulais. Mais là, je suis blessé. Il y a eu un obus. Je traîne encore d'ailleurs un éclat d'obus qui sonne chaque fois que je passe dans les postes de contrôle. Et je dis aux flics, vous vous fatiguez, ça va toujours sonner. Je soulève je tire le bas de mon pantalon, je dis, vous voyez, c'est du fer. Et là, le matin, le président en exercice est arrêté, bien sûr, va être délogé, et puis je suis pris puisque j'ai été blessé, qu'on m'a mis dans le salon du président. On continue à m'inciser pour sortir les éclats d'obus. Toute la nuit, c'était ça, le bombardement que j'envoyais. Wow. Évidemment, quand on vient ramasser tout le monde, eh ben voilà, on le ramasse. Il est peut-être du côté du président de la République. Mon œil, moi, c'était pour faire mon documentaire. Et puis, on se retrouve pratiquement avec un musicien Paul Madis, il s'appelle, qui était un admirateur, et qui m'a tenu toute la nuit
pendant tout le truc, il me traînait parce que j'avais un côté pratiquement paralysé à cause des éclats d'obus dans ma jambe gauche, de mon côté. Et on se retrouve devant un peloton d'exécution. Ah oui, c'était pas de la blague. Ah oui, non, ça c'était pas de la blague, c'était du sérieux, là. Putain. Écoute, il est du côté du président de la République, il va certainement y passer. J'ai été ensuite poignardé. Et là, les Français, les militaires français qui étaient à cet endroit-là où j'étais tenu par Paul Madis, et j'entends Paul Madis leur dire, mais celui-là, il faut pas... si vous ne pouvez pas faire autrement que de faire quelque chose pour nous, il faut le prendre et l'amener dans votre char. C'est comme un petit tonton pour moi, ça, ce monsieur. Et le Français, et il dit, il a joué avec Jean-Paul Belmondo. Wow. Voilà. Et donc, les trois militaires qui étaient là, il a joué avec Jean-Paul Belmondo. Le mot magique, ouais. Et ben voilà. Tout d'un coup, ils me prennent. C'est sûrement qu'ils auraient fait parce que il y avait quelque chose qu'un des militaires avait dit, que l'armée a une éthique. On n'achève pas un ennemi, même blessé. Ouais. Mais ils ne savaient pas forcément que j'étais un acteur. C'est le chanteur qui leur dit ça. Incroyable. Ah, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez celui-là, amenez-le. Moi, je préfère rester à sa place. Voilà. Et bon, évidemment, tous ils m'ont pris, m'ont amené dans le char. Et quand j'arrive dans le char, après une nuit de bombardement, une chaleur incroyable, climatisé, je dis, ah bon, c'est comme ça à l'intérieur d'un char. Wow. Un tapis rouge dedans, avec des... Un aquarium, la télé. Avec des liqueurs, quoi. C'est tout ce qui manquait de la télé. Un jacuzzi. Et vraiment, c'est le cas de dire, voilà, son nom m'a sauvé la vie à ce moment-là. Charlton, c'est les Charlton. Ah oui. Quelle belle histoire. En 2011. Oui, je le mets dans mon livre. Mais ça vaut ça, merci de l'avoir partagé avec nous, hein, c'est magnifique. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage au Malagawi et à Paris. Vous avez été des agents secrets exceptionnels, Papa, Sidiki. Et toi, Jeff, vous vous rendez compte que je vais être obligé de requérir un châtiment exemplaire. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos phrases, signatures, après avoir dit vos noms, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, Francis, je serai toujours derrière toi. Francis Weber, Jeff, je te remercie. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui sera toujours derrière vous, comme disait Jeff. Vous pouvez monter dans l'hélico, mes cinébuddies. Moi, je vous laisse car j'ai rendez-vous avec Jeanne Beaumont et Alice Ancelin. Et un podcast poulet, hein ?